on passe notre vie à effacer nos échecs professionnels de notre récit. On les appelle des demi-succès. On les range derrière un clin d'œil. On remercie ceux qui nous ont accompagnés plutôt que de reconnaître ce qu'on a fait soi-même. Résultat, on juge des décisions correctes comme des erreurs. On se souvient de choix comme de contraintes subies, et on finit par être l'observateur le plus sévère de sa propre vie. Dans cet épisode, je décortique les 3 biais cognitifs qui produisent ce mécanisme et je les illustre avec mon propre parcours parce que j'ai fait exactement la même chose pendant 20 ans. Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Alors, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai publié ce post sur LinkedIn en quittant Renault et je vais vous le lire tel quel. Cela fait maintenant 1 mois que j'ai choisi de quitter Renault. Quel bilan incroyable dans ce groupe, 5 ans et demi extraordinaire. 3 postes et demi, mais ça serait trop long à expliquer. 3 belles équipes à encadrer, 3 métiers traversés, l'ingénierie, le manufacturing, l'informatique, et tant de belles rencontres dans et en dehors du groupe. Alors, beaucoup de hauts et quelques bas, ou peut-être même l'inverse, mais peu importe, que de chemin parcouru. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné, supporté et encouragé. Aujourd'hui, je fais le choix de choisir pour la première fois de ma vie professionnelle. Ce poste a reçu beaucoup de réactions, des gens qui m'ont dit qu'il était courageux, bien tourné, honnête. Et il l'était sincèrement. Mais aujourd'hui, je le lis différemment parce que ce poste est une illustration presque parfaite de 3 biais cognitifs qui façonnent la façon dont nous racontons nos parcours professionnels, pas pour nous tromper, mais pour nous protéger nous-mêmes. Ce clin d'œil après, peut-être l'inverse, il fait un énorme travail. La douleur disparaît derrière le clin d'œil. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné, formule sincère, qui efface néanmoins ce que j'avais fait moi-même pendant ces 5 années et demie. Le sujet actif du poste, c'est ceux qui m'ont accompagné, pas moi. Et je fais le choix de choisir pour la première fois de ma vie professionnelle, phrase que j'aimais beaucoup à l'époque, mais qui réécrit en creux tous mes départs précédents comme s'ils n'avaient pas été des choix, comme si je les avais subis jusqu'ici. Ce poste, c'est moi qui me raconte mon histoire à travers 3 filtres cognitifs. Et je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, dans Les Pieds dans le plat, on va les décortiquer un par un, et à la fin, on va relire le poste ensemble, pas pour le corriger, mais pour voir ce qu'il avait effacé. Au sommaire, nous parlerons d'abord du biais du survivant, pourquoi les success stories nous mentent, y compris les nôtres. Puis nous parlerons de la fausse mémoire autobiographique et du biais de résultat, ou savoir comment on réécrit ses départs en défaites alors qu'elles n'en étaient pas. Et puis finalement, on parlera du biais d'attribution, pourquoi on finit par être plus sévère avec soi qu'avec n'importe qui d'autre. Pour ces 3 mécanismes, un seul résultat. On raconte nos vies de travers. Et cette mauvaise narration nous coûte bien plus qu'on ne le croit. Alors on démarre. Par le biais du survivant. Les success stories nous mentent, y compris les nôtres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine analysait les avions revenus de mission pour identifier ou ajouter des blindages. Un statisticien, Abraham Wade, a posé la question que personne n'avait posée jusque-là. Et les avions qui ne sont pas revenus, où avaient-ils été touchés? Et c'est là qu'il fallait mettre du blindage, sur les zones absentes des données précisément parce qu'elles étaient absentes. C'est ça le biais du survivant. On tire des conclusions à partir de ce qui est visible, en oubliant systématiquement ce qui n'est plus là pour témoigner. Sur LinkedIn, le mécanisme est identique. On voit les promotions, les reconversions, les départs encadrés dans une narration maîtrisée. Ce qu'on ne voit pas, les mois de doute, les projets abandonnés, les départs qui ressemblent à des défaites. L'échec est discret, la réussite est bruyante. Mais ce biais ne concerne pas que les autres. Il opère aussi dans notre propre récit. La preuve, quand je disais dans mon post 5 ans et demi extraordinaires, 3 belles équipes, tant de belles rencontres. Ce que je n'ai jamais écrit sur LinkedIn. La mission terminée en 8 mois dans une ambiance toxique. Un poste quitté avant la fin de la période d'essai. Un projet livré à 90% mis à la poubelle sur recommandation d'un cabinet de conseil quelques jours avant son lancement. Car oui, il y a des échecs dans nos vies professionnelles. Car oui, il y a des choses moins positives dans nos vies professionnelles. Et ces épisodes n'ont pas disparu de ma vie,
Ils ont disparu de ma vitrine. La première chose que le biais du survivant nous vole, c'est l'honnêteté de notre propre histoire. La deuxième, c'est notre capacité à mesurer correctement la difficulté de ce qu'on a accompli. Parce que si on ne voit jamais les coulisses des autres, on finit par croire que les nôtres sont anormalement compliqués. Ce qui nous amène à la façon dont on se souvient de tout ça. Comment on réécrit ses départs en défaite. Dans mon cas, j'écris « Je fais le choix de choisir pour la première fois de ma vie professionnelle ». Cette phrase implique que mes départs précédents n'avaient pas été des choix. Or, c'est faux. Quand j'ai quitté Michelin, j'avais évalué la situation et décidé de partir, délibérément. Quand j'ai rompu une période d'essai, c'était une décision, pas une fuite. Alors, comment ma mémoire avait-elle transformé ces choix en contraintes? Premier mécanisme, la fausse mémoire autobiographique. La mémoire ne fonctionne pas comme un enregistrement, elle fonctionne comme une reconstruction. À chaque fois qu'on évoque un souvenir, on le réassemble à partir de fragments influencés par notre état émotionnel du moment. Pas par ce qu'on a dit depuis, par les récits qu'on en a fait aux autres. Et chaque reconstruction modifie légèrement la version précédente. Si on a raconté 10 fois un départ comme quelque chose qu'on a subi, c'est cette version que le cerveau finit par stocker comme réelle. L'espace de décision lucide qui existait à l'époque disparaît du souvenir. Second mécanisme important, le biais de résultat. Ce biais décrit notre tendance à juger la qualité d'une décision en fonction de ce qu'elle a produit plutôt qu'en fonction de ce qu'on savait au moment où on l'a prise. Un chirurgien opère un patient, intervention risquée mais justifiée par les données disponibles. Si le patient s'en sort, la décision est bonne. Si le patient décède, la même décision devient rétrospectivement une erreur de jugement. Le résultat a changé, la qualité de la décision n'a pas bougé. Les années difficiles qui ont suivi certains de mes départs n'invalident pas la pertinence de ces choix au moment où je les ai pris. Elles sont simplement colorées d'une teinte qu'ils n'avaient pas à l'origine. Ces deux mécanismes combinés produisent quelque chose de sournois. On se souvient de décisions correctes comme d'erreurs, et on juge ces erreurs sur des résultats qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais si ces deux biais concernent la façon dont on se souvient et dont on juge, le troisième concerne quelque chose d'encore plus fondamental, la façon dont on se voit. À quel moment devient-on l'observateur le plus sévère de sa propre vie? Voici une phrase que j'ai écrite sur une période difficile chez Renault. Je n'ai pas su trouver le moyen de le contourner. Je parlais d'une situation de harcèlement reconnue officiellement par ma propre hiérarchie. Et dans mon récit, la conclusion que j'en tirais, c'est que j'avais manqué quelque chose. Si une amie m'avait décrit cette situation, qu'est-ce que je lui aurais dit? Sûrement pas « tu n'aurais pas su trouver le bon moyen ». Pourtant, c'est ce que je me disais à moi-même. Ce décalage est au cœur de deux biais d'attribution bien documentés. L'effet acteur-observateur, d'abord, quand on est l'acteur d'une situation, on explique son comportement par le contexte. Quand on observe quelqu'un d'autre, on l'explique par sa personnalité. J'étais sous pression ce jour-là. Pour moi, il manque de sang-froid pour lui. L'erreur fondamentale d'attribution, deuxième biais important, va dans le même sens. On surestime les facteurs de personnalité chez les autres et on sous-estime les facteurs situationnels. Globalement, ces mécanismes jouent en notre faveur. Ils nous permettent d'être indulgents avec nos propres écarts. Mais dans les contextes de difficultés prolongées, harcèlement, mise en cause répétée, environnement où notre légitimité est systématiquement questionnée, le mécanisme peut s'inverser. On finit par internaliser la lecture externe. On attribue ses propres limites à ce qui relevait du contexte ou des dynamiques de pouvoir. On devient l'observateur, finalement, le plus sévère de notre propre situation. C'est là que l'exercice de la meilleure amie devient utile. Prenez une situation difficile et demandez-vous si ma meilleure amie me décrivait exactement cette situation, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui dirais « tu n'as pas su trouver le bon moyen ?» ou « tu as tenu dans un environnement qui n'était pas fait pour toi, tu as livré ce que tu pouvais livrer et tu es parti avant d'être brisé ?» La réponse qu'on donnerait à son ami est presque toujours plus juste que celle qu'on s'applique à soi-même. Mais attention, ce n'est pas une invitation à ne jamais se remettre en question. C'est une invitation à appliquer le même standard de preuve à soi qu'à n'importe qui d'autre. Et pour beaucoup d'entre nous, ça, c'est déjà une révolution. Alors, en conclusion, je vais revenir sur ce post que je vous ai lu au début. Non pas pour le corriger, il dit ce qu'il devait dire au moment où il devait le dire, mais pour voir ensemble ce qu'il avait effacé. 5 années extraordinaires, vrai.
Et aussi des mois de résistance dans des environnements franchement hostiles, une capacité à tenir que je n'avais pas encore complètement mesurée à l'époque et que je n'ai peut-être pas encore complètement mesurée. 3 belles équipes à encadrer, vrai, et aussi beaucoup de collègues pour qui j'ai bataillé en interne, souvent en silence. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné, sincère et incomplet, parce que c'était moi qui avais fait ce travail. C'était moi qui avais pris les décisions, livré les projets, tenu les positions. Le biais d'attribution m'avait rendu spectatrice de ma propre histoire. Et finalement, je fais le choix de choisir pour la première fois de ma vie professionnelle. Libérateur à écrire et inexact, parce que j'avais choisi à chaque départ. La fausse mémoire autobiographique et le biais de résultat avaient simplement transformé ces choix en contraintes, à force de les raconter depuis la fin. Ce que ces 3 mécanismes avaient fait ensemble, c'est rétrécir mon récit, le rendre plus propre, plus simple, moins fidèle à ce qui s'était réellement passé. Et ce récit, rétréci, finit par rétrécir les choix qu'on s'autorise à faire. Alors je vous laisse avec une question. Par rhétorique, je ne connais pas votre réponse et je n'ai pas non plus complètement trouvé la mienne. Si vous relisiez vos propres demi-succès avec les mêmes yeux que vous portez sur les réussites des autres, et si vous les racontiez à haute voix à votre meilleur ami au lieu de les ruminer seul, qu'est-ce que vous verriez que vous n'avez pas encore vu? Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.